Et ici, vous avez de la production ici? Oui, Ouais. pas sur ce site-là, sur le site qui est derrière, là, Ok, qui est d'accord. le long de la route de Chalon, Ok, d'accord. qui est un peu c'est ma femme, c'est parce que je... Ouais, oui, je viens de t'appeler parce que, en fait, j'ai un rendez-vous, là, et je vais peut-être arriver un peu plus tard, donc affole-toi pas. Parce que ce rendez-vous, je l'avais bien vu, mais je pensais pas que je savais pas. En fait, j'avais pas de précision. C'était écrit podcast fondation. J'ai dit, je pense que c'est qu'une blague. Et en fait, j'ai bien vu sur face-moi là. C'est pas une blague. Il existe. Ok, ok, merci. Merci, merci. Parce que je m'en vais en Normandie sur un de mes sites de Ah production. ouais, mais vous êtes... J'ai dit à ma femme, je vais venir déjeuner de bonne heure vers 11h. Je fais une petite sieste et je pars après. Ah ouais, mais vous n'arrêtez pas. Ouais. Et là, vous revenez de Chine, c'est quand? Je suis rentré. Quel jour on est aujourd'hui? On est Je suis lundi. rentré samedi. Samedi. Ah Ouais. ouais, c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable, c'est comme ça. Je suis en retraite. Le pire. Ça marche. Bon, merci en tout cas pour, Ouais. pour l'accueil. Là, on est dans les bureaux, euh, dans vos bureaux, je sais pas si c'est le Ouais, siège, ouais, c'est ouais, c'est ici le siège directement. ici, ouais, tout à fait. Ouais, Euh, on va parler de vous. Donc, vous êtes Pascal Bayver, ouais, tout à fait. de l'entreprise Bayver. Voilà, Euh, éponyme. voilà, facile de Ouais. trouver un nom, c'est Voilà. dire, On va pas chercher bien loin. c'est ça exactement, mais au moins ça fonctionne. On va parler le temps qu'il faudra, parce que je ne veux pas mettre en retard si vous partez en Normandie alors que vous revenez de Chine, pour parler un peu de la vie de cette entreprise et ce que vous en avez fait. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Qui êtes-vous, Pascal? Donc, qui suis-je? Pascal Bayver, j'ai 67 ans maintenant et j'ai démarré cette entreprise il y a 47 ans. Donc, à l'âge de 20 ans, après un petit parcours très court, mais enfin quand même de quelques années sur l'exploitation agricole familiale de mes parents. Ok, Hein, donc l'entreprise est née finalement un peu de cette histoire, hein, puisque j'avais des parents et notamment un papa qui était, comment dire, un peu à la recherche de la valeur ajoutée à son époque, ce qui était déjà assez précurseur, hein, et qui cherchait, en tant que producteur de lait, on était uniquement producteur de lait, enfin ce qu'on appelle des fermes de polyculture élevage avec un petit peu d'animaux autour de ça, mais enfin l'essentiel était quand même autour du lait. Et il avait décidé dans les années 70 de mettre son lait en berlingot d'accord. pour essayer de le vendre directement sur des sites de vente, hein, qui étaient à cette époque-là des petits magasins de ville, hein, ou de bourgade, puisque Machecoul, c'est quand même pas une très grande ville. Pour Et préciser pour les gens qui nous écoutent, Machecoul, on est à 45 minutes de Nantes. ouais, on est au sud de Nantes, Voilà. 45 minutes, voilà, 45 minutes de Nantes. Euh, Proximité immédiate de la Vendée, hein, puisqu'on est tout de suite en Vendée, à 1 kilomètre d'ici, là, on passe en Vendée. Donc, on est forcément de Loire-Atlantique, mais un petit peu vendéen de cœur, En ouais. fonction des... Enfin, notamment en ce qui me concerne, parce que mes origines sont aussi en Vendée, Ok. plus particulièrement dans le Marais vendéen, autour de Soulan et du Perrier, et puis pour finir, et avec bien sceller ça dans le marbre, j'ai épousé une Vendéenne, donc Ok, donc là forcément vous êtes vendéen. Très bien. donc voilà comment comment se situe. Donc effectivement, du lait en berlingot qui apportait une petite valeur ajoutée à l'exploitation agricole familiale, puisque le lait était vendu quand même ou valorisé d'une manière plus importante que s'il était vendu à la coopérative, hein, puisqu'à cette époque-là on vendait le lait à la coopérative. Mhm. Et moi, je arrive sur l'exploitation très modestement, puisque j'avais pas de plan particulier, si ce n'est de reprendre cette ferme, puisque c'était une ferme familiale qui avait été créée par mon grand-père, reprise par mon papa, et j'avais reçu cette éducation de transmission directe, à savoir que tu vendras pas la ferme, tu suivras enfin tu suivras, c'était
comment je vais dire, c'était pas fait à la Kalachnikov, hein, comme il n'y avait pas de pression Ouais. violente ou méchante, hein, mais enfin ça s'inscrivait C'était comme inclus ça. dedans, Ouais, quoi. ouais, C'est-à-dire. ça faisait Dé- partie dé- du package, c'est ça. partie du package. Mais déjà adolescent, enfin, je veux Ouais. dire, déjà adolescent, vous saviez que vous alliez reprendre la Ouais, ferme, c'était un c'était peu. parti comme ça, quoi. Voilà. Ok. Donc, petite formation, très courte, un BEP agricole. Je suis sorti de l'école, j'avais 17 ans. Et me voilà parti sur la reprise de la ferme avec une toute petite différence par rapport au début que je vous ai décrit, c'est que j'ai ma maman qui avait commencé à faire quelques marchés, notamment du côté de la Bernerie et de Pornic. Donc tout ça, vous voyez, c'est région côtière, là, à ouest. Et en allant sur les marchés, on avait commencé à faire un petit peu de crème fraîche et on vendait des œufs, on avait un petit atelier de poules pondeuses. Donc quand j'ai passé mon permis de conduire à 18 ans, je me suis dit, tiens, je vais peut-être mettre un peu de beurre dans les épinards moi aussi et je vais aller faire le marché quelque part. Et j'ai décidé d'aller à Chaland, donc encore en Vendée, vous voyez, comme quoi Ah, tout est lié. l'attirance est forte. Et donc, je vais sur ce marché de Chaland, à cette époque, avec un- une palette de produits très limitée, du lait en berlingot, de la crème fraîche, puisqu'on avait une petite écrémeuse à la ferme, et puis quelques œufs de notre poulailler, c'est un grand mot. Enfin, on avait un petit élevage de poules pondeuses, 400 poules pondeuses. Enfin, c'était assez anecdotique, mais enfin, c'était ce qui faisait la palette de produits. Et j'ai découvert à ce moment-là l'univers commercial. Et je me suis pris très très vite au jeu. C'est-à-dire que ça me plaisait énormément. La relation aux autres, le commerce. Hmm. Le commerce vraiment m'envoûtait quelque peu. Et donc, Les premiers francs. Ouais. c'est l'époque aussi où, à cette époque-là, on se mariait très jeune. Hein, donc, et oui, on est des résistants parce que je suis toujours avec mon épouse. Hein, donc, je rencontre mon épouse à cette époque-là avec une passion très limitée pour les vaches laitières. Et je me suis dit, c'est peut-être pas le bon plan. Et j'ai eu la chance d'avoir un papa intelligent et compréhensif, et je lui ai expliqué ça à l'âge de 20 ans, 19 ans, que c'était peut-être pas finalement la direction de l'exploitation que j'allais prendre, mais peut-être une direction plus orientée sur le commerce, la distribution, enfin la vente de produits. Enfin, c'était un peu flou dans ma tête, la vente de produits de la ferme, et peut-être autre chose, et voilà. Donc c'est parti un peu cette idée comme ça. Et puis, concomitamment à cette période, il y a un monsieur qui est à Machecoul, dont le fils est un de mes amis maintenant, mais le monsieur vit toujours, hein, et la dame aussi, ce monsieur Hiverneugeot, qui avait un magasin à cette époque-là à Machecoul qui s'appelait Unico. D'accord. Donc Unico, ce sont les ancêtres des Super U. D'accord, ok. Et lui avait aussi une volonté de croissance, puisqu'il m'explique un matin que j'étais à livrer le lait, il me dit, voilà, moi j'ai la volonté d'ouvrir un Super U, et je fais quelques marchés avec mon camion, un camion magasin, et j'ai appris par Marcel, mon papa, que tu voulais t'installer. Éventuellement, je serais d'accord pour te céder mon camion et mes places de marché. Et donc, c'était finalement une belle aubaine, et sur les conseils de mon père également, j'ai saisi cette balle au bond, si je puis dire, et ça m'a permis de m'installer assez rapidement avec une clientèle déjà existante. Donc j'avais mon petit marché de Chaland que j'avais créé au moment où j'étais à la ferme, et puis ce petit camion magasin qui faisait le marché du pèlerin, qui faisait le marché de la montagne, qui faisait le marché de la bernerie, avec une clientèle qui était plutôt une clientèle d'épiciers, c'est-à-dire que les gens venaient à ce camion magasin chercher de la chicorée Leroux, du chocolat Poulain, du Mini-Mire, de la lessive Bonux, des marques, vous voyez, qu'on connaît presque plus. Et accessoirement, il y avait une petite vente de fromage, des fromages très classiques, et un petit peu de produits frais. Donc j'ai repris que sur cette base-là, du produit frais et des fromages, avec
tout de suite une fabrication, donc j'ai tout de suite été fabricant de quelque chose. C'est que j'ai installé une écrémeuse dans un petit coin de l'exploitation agricole que papa m'a cédé là, et j'ai commencé à fabriquer de la crème fraîche avec du lait que j'achetais chez des voisins, et Même pas chez votre père? non, parce qu'on n'avait pas assez de lait, c'est-à-dire qu'on avait Ah oui, d'accord. Ok. comment dire, si mon père avait du lait en trop, je le prenais forcément en priorité, mais si c'était pas forcément le cas, donc j'étais obligé d'aller chez les voisins. C'était avant les quotas laitiers, donc on achetait du lait très librement, Ouais. avec ses bidons, hein, puis on prenait du lait où on voulait. Enfin, Ok. c'était assez libre, toutes ces époques-là. Et j'avais un petit frigo qui m'était prêté par un de mes oncles, qui était également, qui fait partie de mon histoire, parce que grâce à eux et mes cousins, j'ai pu bénéficier d'un petit espace frigorifique. Donc c'est pour vous dire que la chaîne du froid était des fois un petit peu rompue. Quoi dire? Des fois, elle était plutôt dans la chaîne du chaud. Enfin, à cette époque-là, Il y avait moins de règles. ouais, il y avait moins de contrôle, il y avait sans doute un peu moins d'exigences de toutes parts. Donc c'est ce qui a fait mettre le pied à l'étrier et fait démarrer l'entreprise. Et très très vite, le commerce a pris comment dire, nous a saisi un petit peu dans sa réalité, et avec plutôt un succès qui restait un succès, on va dire, à l'échelle humaine. Hein. On n'est pas dans des grandes aventures, mais enfin, quelque part, on gagnait notre vie, ou je gagnais ma vie. Ce qui fait que très vite, mon épouse est venue me rejoindre également dans l'aventure, après, je sais pas, 5-6 mois Ah oui, très rapidement, ouais, d'accord. d'activité. J'avais besoin de quelqu'un, donc elle a laissé son travail, et elle est venue avec moi. Donc voilà un petit peu le début Ok. de cette aventure. Vous avez des frères, des sœurs ou... J'ai pas de frères et sœurs. Ok, ce que je Voilà. veux dire, est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui pouvait... Non, je n'ai pas de frères et sœurs, donc c'est ce qui faisait aussi que cet ancrage sur l'exploitation agricole était un petit peu marqué dans le marbre. Il fallait la reprendre. Et à l'époque, au moment où je vous parle, j'y étais encore tout à l'heure avant de vous rencontrer. L'exploitation existe toujours, il y a toujours une toute petite activité. Mais je fais vivre ce site, ce qu'on appelle ce siège d'exploitation, par le biais on va dire, d'une utilisation au niveau de l'entreprise, quand on a des petites réunions d'entreprise, quand on souhaite être tranquille, on va là-bas. Et je vous parlerai de la succession après également, mais avec mes enfants, on aime bien se retrouver là-bas, parce qu'on trouve que c'est un petit peu là-bas que Un peu le cœur du réacteur. tout a commencé. Donc on a l'impression qu'on a que les ondes sont bonnes. Ouais, d'accord, ça vous met droit. Voilà, Excellent. donc on utilise assez facilement, et on fait aussi quelques petits repas de visite d'entreprise qui se passent là-bas. Ok. Donc ça, c'est le démarrage. Voilà. Donc vous commencez à transformer un peu le lait pour faire ce que je comprenais, Voilà. de la crème fraîche. Voilà, Un peu de fromage déjà ou pas Du encore? fromage, mais pas du tout de fromage transformé, que du fromage de négoce, avec comment dire, une palette de fromage très très classique, hein, sans grande originalité, mais qui très vite, eu égard au fait de la transformation de la crème fraîche, eu égard également au fait de la rencontre avec une ou deux personnes dans la région qui fabriquaient du fromage de chèvre, je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est de trouver des fromages qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ok. Donc très vite a commencé une quête au sourcing de produits qu'on ne trouvait pas justement forcément dans la distribution de proximité qui existait. Donc des choses moins marketées, des choses certainement moins connues du grand public, mais qui relayaient l'authentique, la tradition, et qui a fait notre fonds de commerce en tant que fromager, en restant sur des fromages qui maintenant, dans l'esprit des gens, sont nettement plus connus, mais ou rentrent plus facilement dans leur quotidien. Mais il y a 40 ans,
quand tu arrivais sur un marché avec un salaire de tradition, ça étonnait les gens. Quand tu arrivais sur le marché avec des Livaro de tradition, normaux, enfin les vrais Livaro avec les lèches en roseau, tu étonnais les gens. Quand tu arrivais avec des reblochons d'alpage, ça étonnait les gens. Donc vraiment, je suis arrivé à cette époque où il y avait de la consommation, mais où aussi il y avait peut-être pas de l'extraordinaire, mais mieux que l'ordinaire. Ouais. Et puis une façon de se différencier par rapport à l'autre fromage du coin, de se dire, ok, là, si je vais chez Bébert, ça change. Très très vite, on s'est comment dire, approprié la distribution de ces fromages un peu d'exception. Alors, juste comment vous faites? Parce que pour aller chercher du salaire, ainsi de suite, vous prenez la voiture et vous allez... Alors, on prend la voiture au départ. J'ai bien ces anecdotes. La première, on parle du salaire, je peux encore vous le décrire. On avait une R5 à cette époque-là. Et on prenait des vacances... de manière très sporadique, et on s'était dit avec mon épouse, tiens, on va partir 2-3 jours en Auvergne et on va essayer de trouver quelque chose qui nous plaise, et on est rentré avec du salaire dans le coffre de la voiture, et là aussi la chaîne du show était bien respectée. Et donc, on s'est aperçu, par exemple, que ça avait un franc succès. Donc là, tu rappelles le producteur et qui, lui-même, ne sait même pas très bien comment faire pour expédier ses fromages. Et c'est vrai que la logistique a été quelque chose qu'il a fallu découvrir au fil du temps et qui n'était pas forcément inné pour nous, parce que ni pour nous, ni d'ailleurs pour nos fournisseurs. Très souvent. C'était vraiment un peu une découverte. La construction. C'était une découverte commune de toutes ces choses-là. Et donc, on a vraiment défriché tout ça à un moment donné, et concomitamment ou en même temps, tout ça, je suis toujours intéressé à la production. Et donc, très très vite, quand je vous dis très vite, c'est 2 ans, 3 ans après avoir débuté, je me suis dit, je fais de la crème fraîche, il faut que je fasse du beurre. Donc, c'est une logique un peu imparable. De la crème, c'est la base pour faire du beurre. Donc j'ai commencé à barater ma crème, et puis j'ai commencé à faire les premiers beurres qui avaient sans doute un succès d'estime de mes clients, qui étaient plutôt des supporters à cette époque-là, dans la, comment je vais dire, dans la découverte d'un nouveau produit, avec une tolérance certainement très importante, parce que je pense pas que les premiers essais de beurre étaient extraordinaires. Mais bon, on avait une espèce de base de clients qui vous adorent et qui... qui sont des vrais supporters. Voilà, c'est ça. qui disent peut mieux faire, mais tu es sur le bon chemin. Très bien. Et donc, on a commencé comme ça à faire du beurre. Ça, c'est toujours avec votre femme, ou commencer à embaucher des gens on a commencé à embaucher des gens, tout à fait. Et puis, après, assez naturellement, quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, on a commencé à faire un peu de fromage blanc. Et puis après les yaourts, et après voilà, on va dire, on va faire un décalage d'une quinzaine d'années après avoir démarré, où on a commencé à construire un premier site de production qui est à 500 mètres d'ici, là, et qui est toujours un de nos sites de production. Et on a commencé à fabriquer le premier fromage dans cette époque-là, qui s'appelle le mâche-coulet. Donc, qui lui aussi a son histoire, avec on va dire toute la vie d'un fromage, quand on n'y connaît pas grand-chose au départ, qui est très très loin de ce qu'on voudrait avoir. Donc on découvre des couleurs un peu exotiques, on découvre des goûts des fois qui sont surprenants, et petit à petit on arrive à mettre une techno qui nous plaise, et donc on a fabriqué ce premier fromage dans les années 97 de mémoire, je pense. Ce qui est intéressant, c'est que donc vous commencez à produire crème fraîche et beurre, vous faites la distribution d'autres fromages qui viennent de partout en France, vous avez votre base de clients du coup fidèle, et puis qui j'imagine grossit un peu, et puis vous avez un peu un nom qui doit se faire connaître. Et on commence à se faire un petit peu connaître, je pense, parce que
la distribution a toujours été presque mis en avant de la production. Mmh. Donc, quand je vous raconte tout ça, je vous mets en avant le côté fabricant, qui est quand même notre ADN et notre différence avec tous nos confrères. Mmh. Hein. Mais on a toujours été assez euh, entreprenant en termes de distribution et notamment de vente directe, puisque on a commencé donc les marchés, comme je vous ai dit, mon épouse est venue me rejoindre, et très très vite on s'est séparés. C'est-à-dire que moi j'ai fait mes marchés, où j'ai laissé mes marchés plutôt à mon épouse, et j'ai commencé à faire de nouveaux marchés. Ok. Hein. Donc au lieu de faire un marché par jour, on a commencé à en faire 2. Mmh. D'accord. Et puis est arrivé quelques années plus tard, 5, 6, 7 ans plus tard, je crois que c'est en 1987, on s'est dit, faut qu'on achète un magasin. Et on a acheté notre premier magasin au Sable d'Olonne. D'accord. Toujours le Vendée, hein, quand même, vous voyez. Ouais, il y a une directive. Et donc, ce magasin, nous l'avons toujours, hein, en face à la mairie des Sables, face à la mairie des Sables d'Olonne. Et le deuxième magasin est arrivé très peu de temps, 3-4 ans après, et ça a été vraiment le fer de lance après de notre politique d'ouverture de magasin. Et c'est à Nantes, rue Contrescarpe. Et là, on a eu un accueil très sympathique et chaleureux des Nantais, qui nous accompagnent toujours, mais qui nous ont vraiment accompagnés à cette époque-là. Et on était aussi dans une époque où on était sans doute un peu précurseurs, parce qu'aujourd'hui, vous avez pas mal de fromageries qui se sont installées derrière nous. Mais on a toujours notre clientèle très sympathique, et on a toujours et on a très souvent les fromageries qui sont installées derrière nous. Nous les avons maintenant comme clients, c'est-à-dire qu'ils sont aussi nos confrères, mais aussi nos clients. Enfin, Ils vous achètent du fromage voilà, que vous voilà. produisez. Ok. Alors pourquoi? Parce qu'on est devenu au fil du temps, comme vous avez pu le comprendre, la distribution on l'a toujours poussé avec pas mal de marchés et pas mal de magasins. Et on a toujours mis également cet ADN de producteur en avant. Et on a commencé à faire ce qu'on appelle des croissances externes. Ok. Donc aujourd'hui, en France, on a 11 sites de production. Ok. D'accord. Donc on a le site de Machecoul. On a un site de production en Normandie où on fabrique des camemberts AOP normands. On a un deuxième site de production en Normandie, un petit peu plus haut, dans le Pays d'Auge, où on fabrique des Pont-l'Évêque et des Livarot. On a un site de production en Seine-et-Marne, où on fabrique le brie de Meaux, brie de Melun, brie à Savarin, une gamme de produits du bassin parisien. On a un site de production en Savoie où on fabrique tomes, raclette et pâtes pressées cuites. Ok, incroyable. On a un site de production en Ardèche où on fabrique des picodons, qui est également un petit fromage AOP un peu moins connu mais très sympa, et des tomes ardéchoises. On a un autre site de production en Isère où on fabrique Saint-Marcellin et Saint-Félicien. On a un site de production dans les Deux-Sèvres où on fabrique du chabichou du Poitou, du Mottet sur feuille et toute une gamme de fromages lactiques au lait de chèvre, comme des crottins, des bûchettes, des formes un petit peu différentes. Et puis dans les Deux-Sèvres, on a un deuxième site de production où on fabrique une pâte molle à croûte fleurie, type camembert, mais comme on n'a pas le droit de le dire sur le lait de chèvre, le bon camembert, on appelle ça du chèvre-boîte. Et on a également un produit très, très, très sympathique. Et puis, très récemment, on a pu acquérir le site du Curé Nantais. Hein, donc, on fabrique le Curé Nantais à Pornic, qui est un peu le fleuron quand même local, ouais. Le fleuron local, même si le mâche-coulet, j'ai souvent essayé de le mettre en avant, mais je reconnais la valeur du curé nantais. D'ailleurs, c'est un produit qui m'intéressait depuis bien des années, et on a fini par trouver une solution pour en devenir les propriétaires. Donc on est content d'être... Excellent, j'ignorais ça, d'accord. D'avoir le curé nantais dans notre palette de produits. Et enfin, on a un dernier site de production qui, lui, est un petit peu...
qui sort un petit peu des canons actuels, mais ce qui fait justement partie de notre histoire et de l'histoire qui se continue. Donc mes enfants j'ai 2 fils, hein, les 2 sont arrivés avec moi, et le second au travers de sa formation et sa première expérience dans le monde du travail, s'est intéressé au végétal, et donc on a un site de production en Vendée. Ok, toujours. À côté de Châlons, à Saint-Lertaine, là, où on fabrique des desserts, donc des desserts sucrés, mais végétaux. Sur des bases végétales, d'accord. Ouais, d'accord. Donc on fait de la coco, de l'avoine, de la coco, un petit peu d'amande, je pense, et du pois, du haricot. Ok. Hein, voilà, D'accord, donc c'est aussi une différenciation. Voilà, une différenciation, une gamme supplémentaire à notre arc. Donc ça c'est vraiment pour la partie prod. Je vais juste y ajouter 2 choses un peu particulières qui nous démarquent et qui nous différencient de beaucoup de personnes aussi. C'est qu'on a aussi un métier d'affineur sur 2 produits. Donc on a un site d'affinage dans la région du Comté, donc on fait partie du collège des affineurs de Comté. D'accord. On achète des comtés en blanc et on les fait mûrir jusqu'à 40 voire 48 mois, hein, maintenant, certains, parce qu'on a un peu de demande en comté très vieux. Donc on a toujours 5-6 000 meules en permanence qui sont Ah oui, c'est pas un peu. en mûrissement. Hein. Et on a un deuxième site d'affinage dans une région totalement différente, puisque là on est dans le Béarn, et là on est sur les Osso Irrati et les Hardy Gachna, qui sont des fromages de brebis qui aussi vieillissent bien, et on a une cave pour s'occuper de ça. Donc 11 sites de production avec Mashcool et 2 sites d'affinage. Ça commence à nous faire une belle palette de produits, et très sincèrement, aujourd'hui, quand on en fait le bilan, on va dire que 50% de ce que l'on vend vient de production, quoi. Ok, incroyable. Ouais, donc la prod a pris le pas sur la distribution. Voilà. Quand vous me dites tout ça, moi ça me donne une question qui est l'ambition. Enfin, en tout cas, il y avait une volonté de croissance forte. Elle vient d'où cette ambition? C'était en vous? Ça a été construit au fur et à mesure des rencontres? Ça s'est construit sans doute au fur et à mesure des rencontres, mais bon, Vous aviez cette volonté dès le début de construire quelque chose d'important? Non. L'ambition, on devait certainement en avoir un petit peu de manière sous-jacente comme ça, et qui était peut-être pas toujours révélée, mais l'envie de développer, après l'ambition, je sais pas comment, si c'est le mot qui est bien adapté, mais l'envie de croissance, oui. Ça c'est sûr que je l'avais pour deux raisons. Une, je très très vite, quand je dis très vite, c'est toujours à l'échelle du temps, hein, mais 47 ans dans le même métier, ça fait quand même un peu de temps, donc peut-être au bout de 10 ans, je me suis dit, j'ai pas envie d'être dans le quotidien. Oui, c'est ça. Ouais. Donc j'ai envie de me sortir du quotidien. C'est quoi l'étape d'après, quoi? Donc c'est quoi l'étape d'après? Et à ce moment-là, j'ai rencontré un mouvement que vous connaissez forcément, parce que par le canal par lequel vous venez me rencontrer, la personne qui vous a parlé de moi a fait le même parcours. Je suis rentré au CJD. Okay. Et c'est vraiment cette petite école de patron là, qui m'a formaté pour me structurer un petit peu, parce que sans doute que je devais être un peu déstructuré, ça partait un peu sans doute dans tous les sens. Donc je pense que ça m'a bien aidé. Et puis je pense qu'il y a eu dans les recrutements dans l'entreprise des personnes qui sont également stabilisateurs, hein. Et puis j'ai bénéficié de conseils également extérieurs, notamment d'un de mes amis experts comptables qui m'a également su me canaliser, me guider quand il y en avait besoin, parce que de temps en temps je pouvais être un peu artiste, vous voyez ce que je veux dire, hein. Non, bien sûr. Le propre d'un chef d'entreprise, je pense, malgré tout, c'est être un peu funambule et aimer le risque, parce que on aime un peu, malgré tout, on aime l'adrénaline de tenter des choses du risque. C'est
Moi, toujours à mon échelle, hein, parce qu'on n'est quand même pas une très grosse entreprise, mais je peux très vite m'ennuyer, quoi. Si je sens qu'il n'y a pas un peu de challenge, Ouais, à quoi bon, quoi. ouais, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être, faut dire, Tiens, il y a un truc tentant. Justement, ça, le- on est un peu funambule, là, oui, comment ça se passe la première croissance externe, justement? Comment vous décidez de racheter une entreprise ça s'est décidé d'une manière assez facile, hein, quelque part, parce que en fait, la première croissance externe, c'est la personne qui était un de mes fournisseurs, pardon, qui est venu me voir en m'expliquant que la transmission de son entreprise qu'il avait envisagé, notamment avec ses enfants, n'allait pas se faire, et donc il avait pensé que ça serait bien pour moi de reprendre cette entreprise. Ok. Et j'ai trouvé qu'il avait raison, d'ailleurs, on a très vite été raccord, parce que c'était un beau produit, pour moi, qui est presque l'emblème du fromage, puisque c'était un fabricant de camembert. Ah oui, aujourd'hui, d'accord, ouais. donc Le camembert, fromage, quoi. camembert AOP, enfin, ça reste, c'est peut-être pas le fromage le plus vendu aujourd'hui, parce que c'est plutôt les pâtes pressées cuites, hein, notamment les comtés, qui vont être les plus vendus. Mais si vous Ça reste un emblème, demandez à un Américain de vous décrire un Français par une image, je crois qu'il va vous mettre la baguette de pain, le béret et le camembert. C'est quoi. ça, ouais. Hein, Ouais. ça fait... Hein, Ouais, c'est bien, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Donc en fait, vous distribuez son camembert, voilà, et à un moment donné, l'opportunité s'est créée en disant, ok, moi je vais céder l'entreprise, et donc là vous vous êtes dit, tiens, voilà, j'y vais. et donc vous allez voir les banques. Et voilà, et là, je vais voir on va voir les banques. À cette époque-là, j'y ai même eu un petit coup du sort plutôt sympa, parce que je connaissais un monsieur qui était dans une autre fromagerie et qui m'avait dit tiens Pascal, si un jour tu veux faire quelque chose, moi ça m'intéresserait de faire quelque chose avec toi. Et donc je l'ai associé minoritairement, mais je l'ai associé à cette entreprise. Et pour rien vous cacher, je dîne avec lui ce soir, parce qu'il est en retraite, mais comme je m'en vais là-bas en Normandie, on a réservé un petit resto tous les deux. Excellent. Très bien. Et je dîne avec Pierrot ce soir, qui a été la personne qui a été le relais sur le terrain, et qui maintenant a pris sa retraite. On a racheté ses parts, et on est à 100% dans cette filiale. Mais voilà, au départ, vous voyez, il y a eu aussi quelqu'un qui s'est un petit peu associé à notre histoire. Ouais, ok, qui était intéressé, Voilà. et puis ouais, c'est on va dire un match en tout cas. Ouais, Voilà. Ok, excellent. Donc ça, c'est de la croissance en termes de chiffres. On parle de quoi? Parce que j'ai du mal à me rendre compte entre le début. Je sais pas si vous avez un peu l'historique des chiffres d'affaires. C'est quoi je pense que les étapes un peu clés là-dessus? Le premier chiffre d'affaires était aux alentours de 600 000 francs. Ok, 100 000 euros. Enfin, à peine 100 000 euros. À peine 100 000 euros. Voilà. Donc ça, vous dites que le premier chiffre d'affaires, c'est la première année première d'exercice. Ouais. Ah ben non, mais c'était bien, parce que ouais, c'est correct, hein. J'avais un débat avec mon papa là-dessus, parce que j'avais fait plus de chiffre d'affaires que la ferme. Et Direct. mon père était dans l'étonnement, et moi-même d'ailleurs, hein, pour rien vous le cacher. Et je me souviens très bien de ça, parce qu'à cette époque-là, l'exploitation de mes parents, ça va peut-être pas parler à beaucoup de gens, mais peut-être à des plus anciens, était au forfait. C'est-à-dire qu'une ferme, on pouvait déclarer forfaitairement quand tu faisais moins de 500 000 francs de chiffre d'affaires. D'accord. Tu faisais une déclaration forfaitaire de chiffre d'affaires, puis ça te faisait tes impôts, enfin bref, je crois que ça n'existe plus, hein, je pense, non. Et donc, papa était au forfait, donc on n'était pas encore au réel, ce qu'on appelait, quand tu passais 500 000 francs de chiffre d'affaires, tu faisais ce qu'on appelait une déclaration au réel. Ok, et donc vous êtes passé au réel tout de suite? Ouais, mais moi je pense que ça c'est que pour le monde rural, hein, parce que je suis pas sûr de moi à 100% de ce que quand je vous dis ça, mais je pense que c'était que pour le monde rural. Mais moi je suis passé au réel, c'est qu'à le dire tout de suite, mais c'est vrai que le chiffre d'affaires était supérieur à celui de l'exploitation. Et donc après ça s'est développé, et aujourd'hui, puisque c'est ça, je pense que vous voulez me poser comme question, quel chiffre d'affaires de maintenant? On fait un petit peu plus de 100 millions de chiffre d'affaires en consolidé, ce qui fait pas mal plus en cumulé, parce que quand on fait des opérations, quand on fait des croissances externes comme ça, en consolidé, on neutralise les opérations intra-groupes. Hein. Okay. Donc, si vous cumulez, ça fait peut-être, je sais pas,
130 millions, si vous consolidez, on finit à 100 millions, parce qu'on prend que la marge de chaque entreprise qui reste dans le consolidé. On n'additionne pas tous les chiffres. Ça marche. D'accord. Vous êtes toujours 100% indépendant ou il y a des fonds qui sont inclus on est pas 100% indépendant maintenant depuis 1 an et demi. Alors, on l'a eu en 2 temps, hein, cette opération dont je vais vous parler. Donc, j'avais, moi, dans les années 2003, voilà, j'avais décidé d'ouvrir mon capital pour une raison assez simple, c'est que j'avais une velléité de m'installer sur Paris et d'ouvrir des magasins sur Paris. Et donc, j'en avais pas les moyens suffisants. Donc, je m'étais approché qui s'était aussi largement approché de moi, d'un capital développeur à cette époque-là de l'Ouest qui s'appelait IPO, D'accord. Institut de participation de l'Ouest. Et j'avais vendu 12% de mon capital à ces gens-là, et à côté de ça, ils m'avaient mis des obligations convertibles, ce qu'on appelle des OC, et on a très très vite trouvé une solution pour que ça reste à la hauteur du capital à laquelle j'avais ouvert, c'est-à-dire 12%, et j'avais pu racheter les parts de mes associés à cette époque-là, Okay. au bout du compte, et j'avais trouvé cette opération très intéressante parce que ça allège le banquier. Ça rassure le banquier aussi parce qu'il sait qu'il y a un board qui va se mettre en route avec un comité stratégique qui va travailler parce que ces gens-là rentrent au board tout de suite. Et moi, j'en avais eu une expérience plutôt très positive. Donc, au moment où je vous parle, il y a 2 ans, on avait l'opportunité, justement, en croissance externe, de reprendre le curé nantais notamment. Et mes enfants sont intéressés et sont dans l'entreprise. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de refaire une opération de ce style-là. Donc, on a fait exactement les mêmes montants. On a ouvert à 12% à une société qui s'appelle Unigra, qui est un capital développeur qui est, lui, très spécialisé dans l'agroalimentaire. Et écoutez, je ne peux pas vous en parler avec la certitude d'une finalité qui nous plaira, mais au moment où on se parle, je trouve qu'on a plutôt une relation intéressante avec ces gens-là. La suite appartient au futur. Voilà, la suite appartient au futur, voilà, et comment le ressenti que j'en ai et l'accompagnement qu'ils donnent, notamment auprès de mes enfants, me satisfait. Ouais, c'est ça, parce que c'est aussi des conseils. C'est c'est des conseils avisés, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont aussi intéressés parce que c'est pas des philanthropes non plus, hein, le TRI, ça fait partie de leur objectif. Bien sûr, ouais. Ça c'est clair. Ouais. Donc, donc vous avez réussi à créer une boîte quand même qui est hyper intéressante. Enfin, de 100 000 euros, si on réfléchit en euros au début, c'est 600 000 francs. 600 000 francs, on va dire, en dessous de 100 000 euros, on va dire, et normalement c'est même moins, on va dire, mais à une boîte qui fait 100 millions d'euros, voire même plus, c'est quand même extraordinaire. Derrière vous, il y a un tableau du monde avec des petites pastilles vertes. Il y en a beaucoup d'endroits, hein, aux États-Unis, au Canada, en Asie un peu partout, en Europe un peu partout. Donc ça c'est l'export, c'est-à-dire que Belver s'exporte. Ouais, alors depuis une bonne dizaine d'années, Belver s'exporte. C'est parti aussi un peu de mes enfants, hein. Donc vous avez compris que mon fils cadet a monté sa filiale qui fait partie maintenant du groupe et qui est en Vendée, là, où on travaille sur le végétal. Et mon fils aîné, lui, quand il s'est intéressé à venir dans l'entreprise, on est parti du postulat qu'il fallait également peut-être apporter quelque chose de nouveau à l'entreprise. Et donc il est parti à Londres. Et on a monté une filiale à Londres, qui a été, on va dire, un peu un rebondissement au départ, parce que l'idée de départ, c'était d'ouvrir un magasin. C'est marrant, je n'aurais pas dit Londres au tout début pour du fromage. Ouais, mais... Alors, pourquoi Londres je pense qu'il y avait un mix
de plusieurs choses. Oui, il y a 15 ans, c'était très busy, non, Londres, quand même. Ouais. Faut reconnaître, Et c'est je crois que tentant. Londres, c'est aussi une des villes où il y a le plus de Français. Enfin, c'est une Ouais, grosse ville française, ouais. en fait. Et puis, je pense qu'on avait une volonté également de maîtrise linguistique. Ouais, dire on parle anglais, on peut y Ouais, aller. ouais, ouais. Mais non, on parlait pas bien l'anglais. Ah, Hein. d'accord. C'était plutôt de la formation à bien parler l'anglais. Et je parle pas pour moi parce que je parle un peu l'anglais, un peu comme un Vendée ou un maréchal, on va dire, avec. Enfin, j'arrive à me faire comprendre. Mais j'ai mes enfants qui parlent bien l'anglais, notamment Fabrice, qui lui a vraiment appris sur le tas comme ça, Ok. à apprendre. Ah, donc c'était l'occasion Ouais, d'apprendre, d'accord, ok. je pense que ça faisait. Enfin, il y avait un petit peu de tout ça. Hmm, Hein. Pourquoi Londres? Votre question. Et puis après, la boutique n'a pas eu le succès qu'on attendait, donc on a fermé cette boutique et il a monté juste à côté une warehouse. Donc c'est un dépôt dans lequel il a commencé à faire de la distribution pour le food service, c'est-à-dire la restauration, l'hôtellerie, et les retailers sur Londres. d'accord. Et aujourd'hui, cette entreprise existe toujours. Hein, c'est une entreprise de droit anglais. Hein, c'est une de nos filiales. Il y a une petite dizaine de personnes à y travailler. Et on fait vraiment on a un axe de distribution de produits fromagers, de fromage, de nos productions notamment, sur Londres assez intéressante, avec une accélération, paradoxalement, au moment du Brexit. Ah oui, d'accord. Parce que quand les Anglais sont sortis de l'Europe, l'importation est devenue assez complexe. Hmm, Et nous, on était habitués à faire de la complexité comme ça, grâce à la carte que vous voyez ouais, derrière moi, là. Et donc, ça ne nous a pas beaucoup dérangé. Par contre, on avait beaucoup de confrères qui étaient un peu sur Londres, mais qui étaient sur Londres comme on vend en Europe, puisqu'il y avait pas de frontières quelque part. Et ouais. donc, c'était assez simple. Et donc, ils se sont retirés du marché. Donc, nous, au moment du Brexit, finalement, on a plutôt eu une accélération Ok, excellent. de la, de la, de la, de la distribution. Et c'est plutôt depuis un an où on est un petit peu plus en difficulté sur Londres à cause de la dermatose nodulaire. Vous savez, là, donc les Anglais ont décidé de plus importer de fromage au lait cru Ah, à cause des d'accord. risques de contagion dû à cette dermatose nodulaire, même si je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de risques. Donc on est en train d'essayer, alors enfin on est en train d'essayer, on n'a pas du tout perdu pied, mais on a quand même une petite baisse d'activité, hein, de l'ordre de 7, 8, 10%, parce que tous les fromages au lait cru qu'on vendait à Londres, on a arrêté, donc il faut qu'on fasse des switches avec d'autres produits qui sont soit thermisés, soit pasteurisés. D'accord. Donc Ça amène un peu de complexité, ouais. ça a un peu complexifié le dossier londonien, ça fait partie du métier, hein, Mhm. tout d'un coup les cartes se rebrassent comme ça d'un seul coup, et il faut savoir s'adapter. Ce qui fait la force d'une entreprise comme la nôtre, et ce que je dis toujours, notamment à mes enfants, c'est qu'il faut qu'on reste agile. Tout le temps agile, tout le temps Mhm. agile. On n'est pas des gros. Et il faut surtout pas qu'on se mette en rigidité. C'est-à-dire que la, la force des boîtes comme nous, c'est la souplesse, l'agilité. Savoir répondre très très vite. Toujours dire oui, on se débrouille. Pas, quand on commence à vouloir rentrer. Je dis pas qu'il faut pas du cadre et de la rigueur, hein, il en faut Mhm. certainement un peu, mais il faut que la souplesse et le commerce gagnent sur le cadre et la Mhm. rigidité. Et moi, je prône, je prône souvent pour ça. Et je pense que c'est ce qui fait c'est certainement notre ADN, c'est ce qui fait notre force. Et ce qu'il faut la chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas perdre cet avantage-là, parce que je l'ai ressenti un petit peu autour de moi, notamment avec l'arrivée de mes enfants, qui sont peut-être venus avec des méthodes, puisqu'ils ont fait des études que j'ai pas fait, et souvent Ouais, ok. la méthode, c'est énormément de cadres, Mhm. mais des fois le client, et souvent, je dis, on a une base de clients qui est pas forcément très organisée, Mhm. et c'est pas nous qui allons les faire s'organiser.
C'est comme ça, ouais. Il faut qu'on arrive à s'organiser dans leur désorganisation. Savoir prendre la R5 et Voilà. retourner. Vous voyez, c'est... Ouais. Ok. Justement, vous parlez un peu de distribution. C'est quoi les parts de distribution? Parce que la vente directe au marché, comme au début... Alors, les parts de distribution, parce qu'on a peut-être oublié de parler d'un autre pan de la distribution, qui est quand même pas anodin chez nous, et qui est un virage qui s'est pris, ou un virage, ou une option qui s'est décidée il y a une vingtaine d'années à peu près maintenant, de s'ouvrir à la grande distribution. Ok. D'accord ? Qui font des volumes très importants. Et qui font des volumes. Ouais. Faut quand même, Et c'est vraiment, moi, ce qui m'avait fait prendre conscience de ça, c'est un jour en lisant le panel de Nielsen, où je me disais, mais c'est incroyable, parce que moi, je suis, j'avais de mémoire 90% de la distribution des produits laitiers se faisait en grande distribution, et moi, je dis, je suis sur les 10% qui restent, donc c'est quand même hyper dangereux de dire je ne veux pas entendre parler de la grande distribution. Donc, on a mis une stratégie en place aujourd'hui qui est une stratégie qui nous permet d'aller dans la grande distribution de manière respectueuse pour nous et pour eux. À savoir que c'est pas Bayer qu'on retrouve en grande distribution, il a fallu le faire accepter. On a créé une marque qui s'appelle Les Petites Laiteries. Et on a 2 sites de distribution qui sont des warehouses, qui nous permettent d'irriguer, on va dire, un peu pour l'est de la France. Donc on en a un à Valence dans la Drôme. D'accord. Et puis on en a un autre à Niort dans les Deux-Sèvres. Et aujourd'hui, ça représente quand même le tiers de l'activité, quoi. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est important. On va dire... l'activité, ça serait 3 tiers. Un tiers de grande distribution, un tiers de distribution. Okay. Donc ce qui va être l'export, ce qui va être toute la fourniture des épiciers, des bouchers charcutiers, de nos confrères fromagers, parce qu'on a quand même beaucoup de confrères fromagers, un petit peu Rungis également, des grossistes, et puis un tiers de vente directe. Ok. Voilà un petit peu si... ok, ça marche. Et la grande distri, on va dire pour pas cannibaliser la marque Belver, c'est 2 marques différentes. Voilà, c'est 2 marques différentes, avec un service, on est plutôt là aussi, sur un service de proximité vis-à-vis de la grande distribution. Donc on travaille plus majoritairement, ou beaucoup plus majoritairement avec les intégrés, avec les indépendants, pardon, et un peu moins avec les intégrés. Indépendant, Intermarché, Leclerc, voilà. Intégré plutôt Carrefour, Carrefour Auchan. Donc on est plutôt chez ces gens-là. Et on vient très souvent en apport, on va dire, qualitatif, ou je ne sais pas si c'est le terme, parce que on ne va pas dire que les autres ne font pas de la qualité, mais on apporte peut-être pas l'extraordinaire, mais on apporte des choses qu'ils n'ont pas par les centrales, où on apporte un petit peu de fun, vous voyez, dans les produits, avec des choses qui les étonnent, qui sont des produits nouveaux, qu'ils ne retrouvent pas partout, et donc qui leur donnent à eux-mêmes, d'ailleurs, une crédibilité et une offre qui est forcément pour laquelle leurs clients sont sensibles, parce que ça sort un peu des standards. Ouais. Voilà un petit peu ce qu'on apporte. Et c'est un des points importants qu'on n'a pas évoqué, c'est la qualité des fromages. Alors moi, personnellement, je viens de l'Est de la France, je suis arrivé à Nantes il y a 15 ans. Très vite, on m'a parlé de Belver en disant « Va manger du fromage chez Belver, va au marché de Talensac, va ». Et effectivement, quand on mange vos fromages, on se dit ils sont très bons. Et ça fait aussi partie, j'imagine, d'une ligne directrice de dire garder la qualité. Oui, ce matin, on avait un rendez-vous, on avait une réunion ce matin avec les équipes, là, et un des débats, c'était justement sur un produit que j'avais trouvé ce week-end, et j'ai dit, vous voyez les gars, vous avez mis ça à vendre, et c'est très bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas fini, c'est-à-dire que on est des fromagers, mais on est aussi des gens qui sont... On est des affineurs. On doit apporter le produit à sa maturation optimum, ou du moins le plus proche possible de l'optimum. Et c'est facile de vendre un fromage qui sort du moule, vous voyez, ce qui n'a pas de goût. Mais quand vous faites ça, il est qu'au début, le fromage, parce que
Vous savez bien ce que c'est, un fromage, ça a il y a une vie qui se passe à l'intérieur, ce qu'on appelle la protéolyse hein, dans le fromage, et il faut laisser cet affinage se faire pour que les goûts se développent, l'onctuosité, les gens cherchent beaucoup maintenant le crémeux, l'onctuosité, tout ça, mais un fromage crémeux au départ il est plâtreux, enfin vous voyez ce que je veux dire, et donc si vous le servez plâtreux, c'est pas ce que va attendre c'est pas ce qu'attend le client, et c'est à nous de le proposer quand il est dans son stade de maturité, où la qualité est au rendez-vous. Donc là aussi, vous êtes vigilant 47 ans après. Je fais attention à ça, parce que ça se voit un petit peu, je suis gourmand. Comme je dis souvent, j'adore le vélo, et il y a beaucoup de mes copains qui partent avec le sac à dos, et moi je dis, je prends pas de sac à dos parce que je l'ai devant. Et donc, je suis vigilant, et au-delà de tout ce que je vous ai dit, gourmand, je sais pas si c'est le terme, sans doute un peu, je suis gourmet aussi, enfin j'aime vraiment ce qui est bon, et dans ce qui est bon, j'aime mon produit. Alors ça, j'ai toujours une sensibilité quand je passe dans les caves, quand je vois, j'ai faim, je me dis, ça doit pas être mal. Et c'est une bonne chose, parce que ça vous oblige à goûter, mais naturellement, pour voir ça. Exactement. Ça me fait penser aussi à autre chose. On vous retrouve pas mal dans des très bons restaurants, dans des hôtels aussi de qualité. C'est une stratégie ou finalement c'est eux qui sont venus vers vous en disant que vos produits sont bons, parce que du coup ça renforce un peu la marque aussi. Tout à fait. Vous avez l'analyse que je voulais vous donner, c'est des fois c'est les deux, hein, c'est la rencontre, il y a des gens qui sont venus nous voir, qui nous sont sollicités, et il y en a aussi beaucoup qu'on a démarchés ou sollicités pour les fournir. Très souvent la belle et la grande restauration est d'abord à une exigence qualité, qui est très forte, donc ça nous remet en cause, hein, c'est sûr. Le désavantage, c'est que très souvent on est sur des petits volumes, donc ça a un petit côté des fois. Quand tu regardes comme ça, ponctuellement, tu te dis, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça Quand on additionne la logistique, le prépa-commande, la prise de commande, le temps, le machin, tu te dis, oulala, c'est... Mais, vous voyez, ça vous a interpellé, donc c'est signe que c'est bien, et ces gens-là, pour nous, sont des vrais prescripteurs. Vous voyez, donc... Peut-être que tu n'as pas gagné là sur le moment présent, mais c'est une belle restauration. Ces gens-là véhiculent le nom, l'image, et sont des vrais prescripteurs. Et moi, je dis, ils font partie de l'équilibre de l'entreprise. Il faut... Des fois, vous savez ce que c'est que l'entreprise. Si tu raisonnes tout comptablement, point par point, tu vas en laisser la moitié sur le bord de la route, mais tu vas t'apercevoir tout d'un coup qu'il n'y a plus rien. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, il faut... C'est un tout. Tout ça, c'est l'agglomérat de toutes ces choses-là qui font que l'entreprise fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc, moi, je suis très respectueux de nos amis restaurateurs qui nous ont vraiment soutenu, et même si des fois on s'est dit putain, mais quand même. Ça renforce ça. Si je vais pas vous mettre en retard, il est 11h10 parce que vous partez en Normandie, mais c'est quoi un peu les réussites et les fiertés que vous avez sur ces 47 années de carrière? Il y a des moments clés où vous dites là, je me souviens de ça, il y a des moments forts. C'est quoi les moments un peu que vous retenez? La réussite, ce qui m'a vraiment fait, qui a été le plus jouissif pour moi, c'était ces croissances externes, reprendre des sites de production, voir le lait qui se transforme en fromage dans des endroits différents, sur des technos différentes, c'est vraiment ça qui m'a plu, mais ma plus belle réussite, au moment où je vous parle,
ça reste que l'entreprise est en train de se transmettre. Moi, finalement, je suis en retraite à un moment où je vous parle. Je suis toujours actif. Je suis un retraité actif, mais plus qu'actif. Ouais, Parce que, mais je sais pas si vous l'avez entendu au début, vous revenez de Chine et vous partez en Normandie. Ouais. Donc, ouais. mais j'ai mes 2 enfants qui sont avec moi et ça, c'est vachement chouette. Parce que bon, faudrait leur demander à eux, mais moi, j'ai pas le sentiment de les avoir. Enfin, moi, j'ai jamais été le militant de tous les repas du dimanche en disant je compte sur toi, hein, parce que j'ai même plutôt fait attention de Pas trop en parler. pas trop en parler, peut-être donner envie, comment je vais dire, d'une manière subliminale. Et moi, je suis content que mes 2 fils ont, ont eu tous les 2 des expériences. Et puis, à un moment donné, ils sont revenus en disant, ou sont venus, parce que revenus, je ne veux pas dire qu'ils étaient partis, hein, mais qu'à un moment donné, ils me disent, tiens, papa, c'est sympa, qu'est-ce que tu en penses? Et si je reviens, ou si j'intègre l'entreprise, et moi, je suis... ça doit rester du départ, vous voyez. Vendre l'entreprise, bien sûr que ça aurait été une opération financière intéressante, je pense. Je me trompe peut-être, hein, je pense, mais la meilleure opération, c'est ne pas la vendre et d'avoir mes enfants qui prennent. Et donc, c'est la plus belle satisfaction du moment. Comment c'est venu d'ailleurs? Vos 2 enfants sont venus vous voir en même temps ou il y en a un qui... Non, ils sont venus à 10 ans d'intervalle. Ah, D'abord, d'accord, ils ont 10 ans d'intervalle tous les Ok. 2. Hein, donc, ils sont venus à 10 ans d'intervalle, et puis je trouve qu'ils s'entendent bien en plus. Enfin, bref. Donc ça, c'est la fierté, ouais. ça continue, quoi. Ouais, c'est une fierté. Et puis, on reste familial, donc je pense que mon épouse aussi est très contente de cette finalité, parce que on a construit ça malgré tout ensemble. Hein. Derrière un homme, chercher la femme. Hein, donc, c'est toujours... c'est du travail. C'est un duo de voilà, part. si on n'est pas toujours d'accord, et loin de là, mais quelque part... comment... Et je vous dis ça à vous parce que vous êtes jeune, elle fait partie de cette génération qui était... le mari faisait quelque chose, c'était dans le soutien, et c'est sans doute différent maintenant. Non pas que les femmes ne soutiennent pas, mais il y avait de l'abnégation qu'il y a sans doute moins maintenant, parce que tout le monde a envie aussi de vivre sa vie, ce qui me paraît pas être, comment dire, anormal. Ouais, bien sûr. Hein, mais en 2 mots, j'ai jamais changé de couche de ma vie, ni vous voyez ce que je veux dire. J'ai dû donner le biberon 2 fois à un et à l'autre, parce qu'il fallait prendre la photo, mais vous voyez ce que Ouais, c'était une autre génération. Voilà. Ouais, d'accord. Voilà, donc c'est Ouais. voilà, voilà. Donc ça fait aussi partie du succès, parce que ça donne de la place pour faire autre chose, quoi. Ouais, vous êtes à 100% sur la boîte et ça marche. Le futur, alors vous l'avez un peu évoqué, un de vos enfants qui se lance plutôt dans le côté végétal et qui sort un peu du fromage, on va dire, sur comme ça vous fait peur? Ah non, je trouve ça bien. Ok, vous êtes ouvert à ça? Non, au contraire, je trouve ça bien, quoi. Je vous dis, les 2, hein, peut-être avec le côté exotique de Londres, qui est devenu l'export après derrière, puisqu'on a quand même bien développé ça, en termes d'activité. C'est quel pourcentage? C'est 10% de l'activité. Ah, ouais, quand même, ok. Donc c'est quand même pas si mal que ça. Et c'est très... Là aussi, c'est très... commercialement parlant, c'est très porteur, quoi, parce que les gens, très souvent, il y a les gens voyagent, hein, forcément, ils disent tiens, dis donc, j'étais à Singapour, je suis allé manger chez les amis à Singapour. Il y avait le bel verre. C'était fromage, quoi. T'es scotché. T'es forte, hein. Bon, ça fait... Ah ouais, c'est incroyable. Ça fait plaisir, quoi. Ah ouais. Quand Puis la chance que vous avez, alors c'est... Le fromage, c'est la France, quoi. Donc ça s'exporte aussi, j'imagine bien. Voilà. Vous avez une image oui, de marque tout de la suite. preuve, la Chine qui... Oui, je vous parlais de la Chine. J'en arrive vraiment. Et
La Chine va plutôt très bien, voire très très bien, je donne mon avis, hein. Mais Hmm. elle se referme sur elle-même, je trouve, elle se referme. C'est-à-dire que Xi doit dire, on est capable de quasiment Tout tout faire faire en interne. Ouais. en interne. Moi, j'ai vu moins d'étrangers en Chine qu'il y a 10 ans, D'accord. je trouve. Hmm. J'ai vu des Chinois, des Européens, ou on va dire des Occidentaux, tu les repères bien, hein, parce qu'il y en a, Il n'y en a pas beaucoup, ouais. il y en a pas beaucoup, hein. Et même dans la chaîne de valeur des entreprises, moi je touche qu'à la restauration notamment, et à la belle hôtellerie. Les JM là, avant tu avais toujours, très souvent le JM c'est un JMC? ouais, le general manager, hein, Ah oui, celui d'accord, qui ok. va, ouais, je sais pas, vous allez au Marriott, vous allez dans les hôtels que vous connaissez, qui peuvent être les Hyatt, Parc Hyatt, enfin, ces Mhm. choses-là. Dans le JM là-bas, c'est un Chinois. Ok. Ouais, parce que la clientèle. C'est pas la clientèle, c'est qu'ils ils se sont dit, mais nous on est capable de Bien faire. sûr, ouais. Je vois pas la valeur ajoutée de l'Européen ou de l'Américain qui vient nous dire comment faire, on sait faire maintenant. Ouais, ce qui est logique. Ouais, Ouais. ouais. Et donc, et ça, je trouve que cette année, c'est clair. C'est clair. Est-ce qu'il La y a un. deuxième chose qui est claire, qui est pas drôle, je le dis quand même, nous les voitures françaises, il y a longtemps que j'en vois plus, mais je vois plus de voitures allemandes. Oui, oui. Non, mais ça, ah ouais. Là, on voit l'essor des Mais là, voitures chinoises, là, c'est mais impressionnant, c'est hein. net, mais c'est impressionnant, quoi. Et puis, qu'il y a un temps d'avance. Alors, moi, je suis jamais allé Ouais, en Chine, mais à ce qui paraît, ouais, 30% du parc est ouais, électrique. Enfin, ouais, c'est ah un ouais, truc assez complètement, incroyable. complètement, il n'y a plus de bruit, hein. Ouais. Ouais. Ce qui est agréable. Ouais. Donc, vous voyez, Et le fromage là-dedans? et donc, pour en venir pour en revenir au fromage, ça fait pas partie de son quotidien, le chinois, Oui, bien sûr. Ouais. le fromage. Mais euh, il y a quand même une catégorie de personnes qui vont être intéressées pour. Et là, du coup, ils ont des fermes extra. Ils ont, non, il y a plusieurs fermes de 100 000 vaches, vous entendez? Ah, wow. Et nous, 100 000 vaches, hein. Non. Nous, on n'arrive même pas à en faire une de 1000 en France, tout le monde est vent debout. Là-bas, c'est 100 000 vaches, pour vous dire. Euh, mais là, par contre, au niveau des fromages, ils sont par notre savoir-faire, ils ont sans doute. Enfin, je pense qu'on a encore un temps d'avance. Enfin, on est plutôt apprécié Hmm. sur l'exotisme du fromage et ce côté qu'ils n'ont pas encore à leur portée de main. Et nous, on a vraiment une carte à jouer encore là-dessus. Et puis des volumes, j'imagine, qui sont Ouais. juste impressionnants, au moins sur le papier, quoi. Ouais. Bon. Moi, je suis pas sur le mass market, hein. Ouais. Non, mais enfin, c'est comme pour nous, c'est des beaux volumes. Voilà. Ouais. Ok. Donc le futur, je sais pas, Belver dans 20 ans, c'est quoi, selon vous? Qu'est-ce que vous imaginez dans les années à venir? Je pense qu'on peut continuer. Je sais pas ce que décideront mes enfants. Moi, ils me semblent pas être sans ambition, donc ils vont continuer le chemin. Moi, je vais quand même, moi, je vais quand même m'effacer, hein, de plus en plus, Vous parce allez que y arriver? ouais, Ouais. je pense que je vais y arriver. Ouais, je pense qu'il faut que j'ai la confiance. Enfin, faut que j'ai confiance dans mes petits loulous là. Et j'ai plutôt confiance. Donc, puis après, vous savez, il y a tout qui se met en route. Mais vous voyez, j'étais avec des potes ce week-end. Ah, ils me disent qu'est-ce que c'est bien, punaise, j'ai pas le stress du lundi matin, là, c'est génial. Bah, je dis merde, moi je l'ai quand même un peu. C'est pas moi qui vous ai fait Non, stresser. non. Non, mais de reprendre la semaine, là, je comprends. Ouais. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ah, C'est ouais. bon, ouais, tu commences à te dire, ouais, c'est peut-être temps. Ah, ouais. Puis, Et, puis à un moment donné, il faut aussi laisser la place aux jeunes, quoi. Enfin, oui, bien sûr. je sais pas, il y a ton envie, tout d'un coup qui peut s'estomper, et puis moi, moi j'ai plus des enfants, quoi. J'ai des hommes, quoi, qui sont en face de moi, et ils ont envie de faire leur chemin, donc Ouais, bien sûr. faut. C'est réussi, c'est facile. Bon, ça marche. Bon, merci beaucoup, Pascal, pour tout ça. Merci, j'espère que j'ai répondu à vos attentes. C'était super intéressant, c'était très chouette. Bon, Belver, on vous retrouve un peu partout en France. J'imagine que vous avez des boutiques ou dans les commerces, Ouais. sur les réseaux sociaux, j'imagine aussi, sur les différentes pages. J'ai vu à l'accueil qu'il y avait un compteur, je crois, Instagram, ce genre de choses. Donc ça fait aussi partie des choses.
Goûtez au fromage de Belver, franchement, ils sont excellents. Ça, c'est clair et net, j'ai aucun doute à le dire. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. C'est très sympa. Bon, à top.